Et nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de ce cours complet traitant des langages HTML et CSS. Et dans cette partie, nous allons véritablement nous focaliser sur le CSS et voir la majorité des propriétés nous permettant de formater du texte et de positionner des éléments. Nous allons donc nous familiariser un petit peu plus avec ce langage, donc le langage CSS, et vous allez comprendre tout ce qui fait sa puissance finalement. Alors commençons directement avec les propriétés relatives à la mise en forme du texte, et pour cela je vous invite donc soit à ouvrir votre éditeur de texte, soit à reprendre le site JSBin comme je vais le faire. On va commencer avec la propriété font size qui va nous permettre de fixer la taille d'un texte. Alors cette propriété peut prendre deux types de valeurs. Un premier type de valeur qu'on dit absolu, en pixels ou en points, et un deuxième type de valeur qu'on dit relatif, en EM, EX ou en pourcentage. Alors quelle différence entre valeurs relatives et absolues ? C'est tout simple, les valeurs relatives permettent au texte de s'adapter relativement aux préférences de vos visiteurs, mais également relativement aux autres éléments de votre page. Les valeurs de type absolu, en revanche, permettent de définir précisément une taille de texte qui sera fixe. Alors voyons en pratique comment s'utilise cette propriété. Alors on commence déjà par écrire la structure minimale de notre document en HTML, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Donc avec le doctype, HTML, l'élément HTML et on referme immédiatement la balise. Dans notre élément HTML, on a le head et le body. Et à l'intérieur de notre élément head, on a donc notre titre, une page HTML avec du CSS par exemple, et notre meta-charset, donc qui représente l'encodage de la page et qu'on définit toujours en UTF-8. On n'oublie pas de refermer cette balise qui est une balise orpheline. Maintenant on va se placer dans notre élément body. Alors on va commencer par créer déjà un div qui me sera utile pour la suite du cours. On va appliquer une classe à ce div, donc par exemple div class égale div1 par exemple. On referme immédiatement. Et dans ce div, on va créer deux paragraphes auxquels on va appliquer des classes également pour pouvoir ensuite les différencier, leur appliquer des styles différents. Alors un premier paragraphe, donc pclass para 1, donc un premier paragraphe, et un second paragraphe, donc toujours dans notre div, pclass égale para 2. Donc un deuxième paragraphe. Très bien. Alors ensuite, donc, on se place dans notre partie CSS. Et donc on va commencer par appliquer un style à notre premier paragraphe. Alors pour ça, on commence avec le point. N'oublions pas que la classe en HTML se retranscrit par un point en CSS. Donc para 1, font size, 2 points. Et par exemple, je vais lui donner une valeur en pixels. Par exemple, 30 pixels, qui est assez gros. Voilà, donc vous voyez que la taille du paragraphe a augmenté. Ce paragraphe est plus gros que tout à l'heure. Donc si je mets une taille par exemple à 40 pixels, ce sera encore plus gros. Si je mets une taille à 20 pixels, ce sera plus petit. Si je mets une taille à 10 pixels, ce sera tout petit, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc à la place des pixels, je peux aussi utiliser des points. Donc on abrège en PT. Alors pixel s'abrège en PX en CSS et point en PT. Alors c'est quasiment identique, c'est pour cela que je vous conseille de plutôt utiliser les valeurs en pixels, qui est le type de valeur le plus répandu, plutôt qu'en PT. Et donc maintenant je vais appliquer une autre taille à mon second paragraphe, donc para 2. Hop là, je me suis trompé de touche. Para 2 donc. Et cette fois-ci, je vais appliquer une valeur relative. Font size, par exemple, 150
Point virgule, on n'oublie pas. Donc vous voyez que le paragraphe est un peu plus grand que tout à l'heure. Si je mets une font size à 50%, il sera tout petit, etc., etc. Alors on peut également, comme je vous l'ai dit, utiliser des EX ou des EM. EX donc, ou EM. Alors là encore, c'est quasiment pareil. Moi personnellement, j'utilise plutôt des EM que des EX. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, ça ne changera pas grand chose. En revanche, n'oubliez pas, donc si vous voulez mettre des valeurs à virgule, qu'on utilise des points, nous, en code. Vu qu'on écrit comme en anglais, et que dans le système anglo-saxon, les virgules, nos virgules françaises sont remplacées par des points. N'oubliez pas donc ne pas mettre de virgule, c'est des points qu'il faut mettre. Donc voilà, c'est tout pour cette propriété. Alors passons aux suivantes maintenant, avec deux nouvelles propriétés, donc les propriétés font style et font weight. Alors, la propriété font style, déjà, va nous permettre de changer l'inclinaison d'un texte. Alors, font style va accepter 4 valeurs différentes. La première, c'est la valeur normale, qui correspond à la valeur par défaut, en fait, donc qui ne change rien si un style n'était pas déjà appliqué à l'élément en question. La seconde valeur, ça va être italique, donc qui va mettre le texte en italique. La troisième valeur, ça va être oblique, qui est quasiment identique à l'italique, mais ça je vais vous en reparler un peu plus tard. Et la quatrième et dernière valeur acceptée, c'est la valeur inherit. Pardon. Alors la valeur inherit est nouvelle pour vous. Qu'est-ce qu'elle représente? En fait, ça veut tout simplement dire que l'élément en question va hériter donc des styles de son élément parent pour la propriété concernée. Alors dans ce cas-là, évidemment, l'élément parent c'est l'élément div et il n'a pas de style. C'est pour ça que ce paragraphe-là n'a pas de style non plus. Il n'est ni en italique ni en oblique. Alors si vous avez bien suivi la première partie du cours, vous devriez savoir que par défaut en CSS, un élément hérite déjà des styles de son élément parent s'il n'a pas de style lui-même. Alors vous pouvez vous demander à quoi ça sert donc d'écrire une valeur égale à inherit. En fait, la valeur inherit ne va être utile que dans un seul cas, ça va être pour annuler une autre règle. Imaginons par exemple, donc dans notre cas, que j'applique, alors je vais effacer ça déjà, imaginons que j'applique à tous les paragraphes de la page, donc un font style italique, par exemple. Donc tous mes paragraphes sont en italique, c'est normal. Maintenant, imaginons que j'applique à mon div, donc div 1, un font style point normal. Donc vous voyez que les paragraphes sont toujours en italique, puisque là ce sont des paragraphes, et donc vu qu'on a appliqué un style à tous nos paragraphes, bah, ils héritent donc du style italique. Maintenant, si je mets donc pour mon paragraphe 1 par exemple, font style inherit, vous allez voir que hop, mon paragraphe redevient normal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va hériter donc des styles de son élément parent, et l'élément parent de mon paragraphe 1 c'est l'élément div. Et comme le font style est normal pour mon div, et bien mon premier paragraphe va redevenir normal. Voilà. Donc c'est la seule utilité finalement de la valeur inherit, une valeur qu'on va retrouver pour beaucoup de propriétés CSS. Alors maintenant donc un petit retour donc, sur la différence entre italique et oblique. Par exemple si je mets oblique ici, donc si vous avez bien suivi normalement vous devriez savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire que mon premier paragraphe maintenant a hérité de la valeur oblique, tandis que mon deuxième paragraphe a hérité de la valeur italique. Alors vous voyez qu'on ne voit pas vraiment de différence, tout simplement car dans ce cas-là il n'y en a pas. En fait, donc sans entrer dans une discussion véritablement de puriste, sachez que l'italique est un état spécial d'une police, qui n'est d'ailleurs pas supporté par toutes les polices, tandis que l'oblique correspond à une inclinaison qui est forcée de la valeur normale d'une police, de l'état normal d'une police. Donc c'est pas exactement la même chose. Or, pour vous, ça va très souvent revenir au même, hein. C'était vraiment la petite parenthèse puriste. Dans tous les cas, je vous conseille plutôt d'utiliser la valeur italique plutôt qu'oblique si vous avez des doutes. Et donc c'est à peu près tout donc, pour cette propriété font style. Alors maintenant propriété suivante, donc j'ai dit font weight. Alors font weight va servir
à changer le poids d'un texte, donc à le mettre en gras ou à alléger le poids du texte. Alors cette propriété FontWeight va donc supporter 5 valeurs différentes. Alors la première c'est normal, toujours pareil, donc s'il n'y a pas de style, ça ne change rien. La seconde, ça va être bold, donc qui veut dire gras, donc ça va mettre le paragraphe en gras, on le voit bien ici. La troisième valeur possible, c'est bolder, donc qui veut dire encore plus gras. Alors à savoir que cette valeur n'est pas supportée ni par toutes les polices, ni par tous les navigateurs, et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce cas qu'on voit aucune différence entre bold et bolder. La quatrième valeur possible est lighter, qui cette fois va alléger le poids de la police. Cette valeur n'est pas supportée également ni par tous les navigateurs, ni par toutes les polices. Et on voit encore une fois qu'il n'y a aucune différence avec donc, la valeur normale. Et la dernière valeur possible, donc, ça va être inherit. Alors en pratique, vous allez très souvent vous servir de la valeur bold, tout simplement. Donc pour mettre en gras. Alors, donc rien de bien compliqué pour le moment. Donc on a vu 3 propriétés. Donc la propriété font size pour changer la taille d'un texte. La propriété font style pour changer l'inclinaison d'un texte. Et la propriété FontWeight pour changer le poids d'un texte. Alors, nouvelle propriété, et cette fois-ci, nous allons parler de LineAce. Alors, le LineAce, tout simplement, correspond à l'écartement, c'est-à-dire à la distance entre 2 lignes de texte. On va donc fixer cet écart en CSS avec la propriété qui porte son nom, la propriété LineAce. Alors, voyons immédiatement comment on va s'y prendre. Alors, pour ce faire, je vais rajouter un petit peu de texte dans mon paragraphe 1, afin que mon paragraphe soit sur plusieurs lignes, ce sera plus visuel pour vous. Donc un premier paragraphe avec un peu de texte en supplément. Très bien. Et donc en CSS, je retourne donc sur mon sélecteur para 1. Je rajoute ma propriété line Ace, et par exemple je fixe le line Ace à 100 pixels, on va dire. Et donc 100 pixels, vous voyez que dorénavant on a un écart là qui est égal à 100 pixels. Si j'avais mis 10 pixels, normalement le texte risque d'être une ligne sur l'autre. Voilà, comme c'est le cas là, parce qu'en fait, tout simplement parce que le texte fait plus de 10 pixels en soi. Donc si je mets un écartement de 10 pixels, forcément les lignes vont être les unes sur les autres. Alors une bonne pratique en général, c'est de fixer le line S autour à peu près d'1,5 fois la taille en pixels de votre texte. Par exemple ici, donc j'ai une taille donc qui est, on va mettre en pixels, de 30 pixels par exemple. Je vais mettre le line S à 45 pixels et ça devrait être pas trop mal. Vous voyez, l'écart est bon. C'est un écart qui est bien pour la lecture. Et donc c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette propriété et on peut passer à la suivante. Alors je sais que ça fait beaucoup de propriétés l'une après l'autre, mais bon, on n'a pas le choix, quand on va apprendre, il faut passer par là, et après vous verrez que ce sera très facile quand vous les connaîtrez toutes. Alors, donc propriété suivante, on va parler cette fois-ci de font family. Alors la propriété font family va nous permettre de choisir la police d'écriture de notre texte. Cette propriété donc s'appelle font family, donc font qui veut dire police et family famille. Tout simplement car en fait on va déclarer en général plusieurs polices l'une après l'autre. Alors pourquoi? Tout simplement pour s'assurer qu'au moins l'une des polices utilisées soit supportée par vos visiteurs. En effet, donc tous les navigateurs et tous les ordinateurs ne supportent pas exactement les mêmes polices, d'où tout l'intérêt d'en déclarer plusieurs pour être sûr qu'il y en ait au moins une qui soit supportée donc par chacun de vos visiteurs. Alors la première police qui sera déclarée sera le choix par défaut. Et si elle n'est pas lue par votre visiteur, alors dans ce cas on essaiera d'utiliser la seconde et etc. jusqu'à la dernière. Alors utilisons cette propriété dès maintenant. Alors par exemple je vais cibler mon sélecteur P, donc tous mes paragraphes, et j'écris font family, donc le nom de la propriété. Et là par exemple je peux rajouter Taoma, Garamonde et par exemple sans sérif. Sans sérif. Alors là dans mon cas on voit que la police Taoma s'affiche bien, mais si elle ne s'était pas affichée, on aurait utilisé la police Garamond, donc ce serait fait automatiquement.
Et donc ça aurait été cette police-là. Et si Garamond ne s'était pas non plus affiché, on aurait utilisé la police sans sérif. Donc celle-ci. Alors cela m'amène tout naturellement à vous parler donc de ce qu'on appelle les WebSafe Fonts. Alors les WebSafe Fonts correspondent à un ensemble de polices, en fait un pack qui est préinstallé sur toutes les machines permettant d'aller sur internet et donc qui est lu par tout le monde. D'où le mot safe qui en français veut dire sûr ou hors de danger. Alors en général, on mentionnera au moins une police WebSafe dans les valeurs de la propriété Font Family et en général on la mettra à la fin. Alors, parmi les WebSafe Fonts, on a par exemple les polices Arial, Times New Roman, Courrier New, Verdana, Georgia, Lucida, Tahoma également, Trébuchet et Garamond. Et nous arrivons donc au moment que vous attendiez tous, j'en suis sûr, comment changer la couleur d'un texte en CSS. Alors certains d'entre vous vont certainement me dire, mais on l'a déjà fait lors de la première partie. Alors c'est un petit peu vrai, mais en fait dans la première partie nous n'avons vu qu'une façon simple et très limitée de changer la couleur de nos textes en CSS, c'est-à-dire en utilisant la propriété color et en lui attribuant le nom d'une couleur en valeur, comme blue, red, yellow ou green par exemple. Alors en fait il faut savoir que la propriété color, qui est la propriété utilisée pour changer la couleur d'un texte, admet différents types de valeurs, et donc beaucoup plus complète et un petit peu plus complexe que ce que nous avons déjà vu dans la première partie. Donc le premier type de valeur, nous venons de le dire, c'est le nom de la couleur en anglais. Alors il faut savoir que ce type de valeur nous limite énormément puisque nous ne pouvons choisir qu'entre 16 couleurs. Alors je les ai écrites ici. Donc les couleurs parmi lesquelles on peut choisir sont le blanc, donc white. Alors c'est ici, on voit pas très bien parce que c'est blanc sur du gris très clair. Ensuite on a silver, grey, black, donc noir, donc gris clair, gris foncé, noir, red, rouge, maroon, marron, lime qui est citron vert, en gros vert, green pour du vert, yellow pour du jaune, olive, donc c'est couleur olive, blue, couleur bleue, navy, donc c'est bleu foncé, ensuite on a fuchsia qui est une sorte de rose, purple qui fait violet, et aqua et teal qui sont deux nuances de bleu si vous voulez. Donc pour changer la couleur d'un texte en utilisant ce type de valeur, c'est très simple. On donne tout simplement le nom d'une couleur en valeur à la propriété color. Alors ce que j'ai fait ici, vous voyez, c'est que j'ai créé une liste donc non ordonnée avec donc 16 éléments à l'intérieur. Donc l'élément white, silver, grey, black. Donc ça c'est que du texte, ici on est d'accord. Et j'ai donné une classe à chaque élément. Donc ici la classe blanc, classe argent, donc en fait la classe donc, correspondant au nom de la couleur. Et à cette classe-là, j'ai attribué donc la couleur correspondante. C'est pour ça que le blanc est blanc, l'argent est argent, le gris est gris, le noir est noir. Donc c'est très simple. J'aurais pu faire ça aussi pour mon titre H1 par exemple. Si je veux mettre mon titre H1 en rouge par exemple, j'ai qu'à marquer H1 color red. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de valeur donc de la propriété color. Type de valeur qui nous limite énormément. Alors heureusement, nous avons donc deux autres types de valeurs pour cette propriété qui sont beaucoup plus précises. Des valeurs qu'on dit hexadécimales et un type de valeur qui s'appelle RGB, donc pour red, green, blue. Donc rouge, vert, bleu. Alors une valeur hexadécimale pour commencer, donc comme son nom l'indique, va être composée de 6 chiffres ou lettres allant de 0 à F, donc avec le A qui correspond à 10, le B à 11, le C à 12, etc. jusqu'au F qui correspond à 15, et donc est précédé d'un dièse. Alors le principe est en fait très simple, ça paraît compliqué comme ça, mais le principe est très simple. Les deux premiers caractères vont indiquer l'intensité de rouge, les deux suivants l'intensité de vert, et les deux derniers l'intensité de bleu. Alors par exemple, si je prends un exemple ici, par exemple color ici, donc on a dit, on met un dièse tout d'abord, et ensuite, donc 6 caractères donc à choisir entre 0 et F. Alors par exemple ici je peux mettre 3, 4, 7, 8, B et C par exemple. Et donc vous voyez qu'on obtient une sorte de bleu. Alors donc je le disais, donc les deux premiers caractères correspondent à l'intensité de rouge, les deux suivants à l'intensité de vert et les deux derniers à l'intensité de bleu. Alors à savoir donc que l'intensité la plus faible pour une couleur ça va être 0, 0, ça va correspondre à 0, 0, et l'intensité la plus forte possible ça va être FF, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ici le résultat final est une couleur plus ou moins bleue,
car on voit que l'intensité de bleu donc, est plus élevée que l'intensité de rouge ou de vert, puisqu'on a dit donc que l'intensité elle est de 0 à F. Oui, plus exactement de 0 à 0,0 à FF en fait. Alors donc cela va nous donner une échelle d'intensité donc allant de 0 à 255. Alors c'est là où il va falloir faire un petit peu de maths, je suis désolé, je ne peux pas l'expliquer d'une autre façon. Alors en fait le chiffre 255, il correspond à 16 fois 16 moins 1. Alors d'où ça sort ce 16 fois 16 moins 1 Tout simplement donc parce qu'on a dit que chaque chiffre pouvait être compris entre 0 et F, donc entre 0 et 15. Et donc là vous comprenez bien que si par exemple je mets une intensité égale à 0,0 pour le premier chiffre, donc pour l'intensité de rouge, ça va faire une intensité de rouge de 0,0. Ici, ça va faire une intensité de rouge de 0,1, une intensité de rouge de 0,2, etc. Donc jusqu'à 0F, donc qui correspond à une intensité de rouge de 15. 0F, ça fait 15, on est d'accord. Ensuite, maintenant, donc, si je veux mettre une intensité de rouge égale à 16, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais mettre 1, 0. Donc là, en fait, on peut considérer, si vous voulez, que c'est le chiffre des dizaines, mais en fait, ça correspond au chiffre des seizaines. Donc là, ça fait une intensité de rouge de 16. Ensuite, donc pour avoir une intensité de rouge de 17, 1, 1, et etc. Donc jusqu'à FF. Et cela, donc ça va nous faire en gros du 16 fois 16, donc 256, moins 1, car on part de 0. Donc 0, donc en fait, qui est déjà le premier chiffre. Donc ce chiffre de 255 vient de là. Donc genre, je sais que certaines personnes comprennent pas très bien cela, parce qu'il faut être quand même assez mathématique. Donc là j'ai essayé de vous l'expliquer vraiment le plus clairement possible. De toute façon nous allons voir avec des exemples pratiques, ensuite ça va finir par rentrer, hein. Vous allez comprendre même si vous n'avez pas compris maintenant. Si toutefois c'était pas clair même après des exemples, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, et n'hésitez pas à me dire tu as mal expliqué, j'essaierai de réexpliquer mieux que ça, même si je vois pas trop comment. Et donc on peut faire plusieurs exemples si vous voulez avec ce type de couleur afin que vous compreniez un petit peu mieux peut-être. Donc on va créer 2-3 paragraphes ici. Donc P là. Donc ceci est un premier paragraphe pour rester toujours dans l'originalité la plus totale. Premier paragraphe. Hop, un deuxième paragraphe, donc second paragraphe. Et un troisième. Hop, troisième paragraphe. Alors à savoir donc en gros que si on met, je vais leur attribuer des classes pour les reconnaître, pardon, para 1, ok, donc deuxième paragraphe para 2, et troisième paragraphe égale para 3. Donc je disais à savoir que lorsqu'on attribue donc une valeur hexadécimale égale à color égale à donc 0,00000, ça nous donne la couleur noire. Donc là on voit pas de changement puisque par défaut déjà c'est noir. Si en revanche on attribue donc une valeur hexadécimale égale à 6F, donc color FF, FF, FF. Alors là, vous pouvez être en minuscule ou en majuscule, hein, c'est pareil. Ça nous donne une couleur blanche. Et là, j'ai oublié de mettre les 2 points. Donc ça ne peut pas marcher. Ouais, donc vous voyez, donc le paragraphe est bien en blanc. Et donc maintenant, normalement, si vous avez à peu près compris donc, le principe donc de cette échelle de valeur qui va de 0 à 255, vous devriez arriver à un résultat correspondant à peu près à la couleur que vous recherchiez à la base. Par exemple, si je veux faire quelque chose d'assez vert, je peux mettre une valeur assez faible pour le rouge, par exemple 22 pour le rouge, donc ça c'est les 2 premiers chiffres, c'est le rouge. Ensuite je mets une très grosse valeur pour le vert, par exemple EE, et une valeur encore assez faible pour le bleu. Et là normalement ça va nous donner du vert, donc du vert assez fluo. Pourquoi? Tout simplement parce que là donc j'ai une valeur qui est très forte donc pour le paramètre vert, et j'ai des valeurs assez faibles pour les paramètres rouge et bleu. Donc si je fais l'inverse et que je mets ça, le EE en rouge, ça va nous donner une couleur rouge. Donc j'espère que vous avez à peu près compris. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à vous exercer, hein, à écrire différentes couleurs, et vous devriez trouver assez vite donc comment bien mixer les couleurs. Et donc maintenant, donc, dernier type de valeur que l'on peut utiliser avec la propriété color, donc les valeurs de type RGB.
Alors RGB, c'est les initiales donc de Red, Green, Blue, donc rouge, vert, bleu. Et en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre le type RGB et le type hexadécimal. Donc cette fois-ci, nous allons devoir indiquer 3 nombres, compris entre 0 et 255. Oui, encore le 255, c'est vraiment plus ou moins le même principe. Et donc on va devoir les indiquer comme ceci. Alors color, hop, on enlève tout ça. Donc RGB, et entre parenthèses, par exemple, on peut mettre 150, 150 et 150 une nouvelle fois. On ferme la parenthèse. Et donc vous voyez que là, ça nous donne du gris. Si j'avais mis 250 en rouge, ça doit certainement donner quelque chose d'un peu plus rouge. Voilà, rouge clair. Donc là encore, l'intensité de couleur la plus faible, ça va être 0, 0, 0. Et l'intensité la plus forte, ça va être 255. Donc c'est vraiment le même principe que pour les couleurs hexadécimales. Donc peut-être vous avez préféré celle-ci qui peut paraître plus simple à utiliser a priori. Alors moi personnellement, je préfère utiliser le type hexadécimal. Après c'est question de goût vraiment. Hein. Donc faites comme vous voulez. Donc retenez vraiment donc, ce principe d'intensité de couleur. Donc pour le rouge, le vert et le bleu, donc qui va de 0 à 255. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer à l'opacité du texte. Donc ça va en général avec la couleur, l'opacité. Donc le CSS va également nous permettre donc, de gérer l'opacité de notre texte. Et pour cela, nous avons 2 méthodes pour gérer cela. Alors tout d'abord, si nous utilisons une valeur de type nom de couleur ou une valeur de type hexadécimal pour la propriété color de notre texte, nous allons devoir utiliser la propriété opacity en plus. Donc opacity qui va gérer l'opacité. Alors cette propriété va prendre une valeur tout simplement qui va être comprise entre 0 qui correspond à du totalement transparent et 1 qui correspond à du totalement opaque. Par exemple, si pour mon titre H1, je peux écrire opacity, 2.0, ça va mettre un titre totalement transparent par exemple. Voilà. Si je mets 1 maintenant, ça va mettre un titre totalement opaque. Et donc si je veux un titre légèrement transparent, je peux mettre par exemple 0.8. Donc ça nous fait un bleu plus clair là, vous voyez. En fait, c'est vraiment du transparent. Si vous aviez une image derrière, vous verriez un petit peu l'image derrière. Alors attention, donc n'oubliez pas qu'on utilise des points et non pas des virgules donc pour les nombres à virgule, étant donné qu'on utilise le système anglo-saxon et que lorsque l'on code et que le système anglo-saxon utilise des points à la place des virgules encore une fois. Donc nous pouvons également maîtriser l'opacité de notre texte si on utilise un type de couleur RGB en utilisant cette fois-ci donc le type RGBA. Donc il suffit tout simplement de rajouter un A derrière le RGBA, et donc ensuite de rajouter un 4e paramètre qui va être l'opacité encore une fois. Par exemple si je peux mettre 0.7. Donc là c'est exactement pareil qu'ici, la valeur est comprise entre 0 et 1. Et donc vous voyez que le paragraphe là s'est mis un petit peu en transparence. Si je mets 0.9, il sera moins transparent, et si je mets 0.2, il sera très transparent. Voilà, donc tout simplement. Et nous en avons donc fini avec les propriétés de type fonte, la couleur et l'opacité. Et nous allons maintenant pouvoir passer aux propriétés de type texte-quelque chose. Les propriétés de type texte, donc. Alors pour faire simple, vous pouvez retenir tout simplement que les propriétés de type texte-quelque chose servent à modifier l'apparence de nos textes, tout comme les propriétés de type fonte-quelque chose en fait. Et donc nous allons commencer avec la propriété textAlign. Alors la propriété textAlign sert à aligner un texte, comme son nom l'indique, et nous pouvons choisir parmi 5 valeurs pour textAlign. La valeur left, donc qui va aligner le texte sur la gauche, la valeur center, qui va centrer le texte, la valeur right, qui va aligner le texte sur la droite, justify, qui va justifier notre texte, et inherit, donc la valeur qu'on connaît déjà. Alors voyons tout de suite comment cette propriété marche. Alors je vais commencer par effacer tout ça, on n'en aura plus besoin. Toute la liste donc, je garde mes 3 paragraphes quand même. J'efface également en CSS donc tout ce qui correspond aux couleurs. Hop, ça, ça et ça, très bien. Et donc, je vais me placer donc, dans la partie CSS sur mon sélecteur para1, par exemple, et on utilise donc la propriété textAlign, et on peut par exemple aligner à droite.
textalign right. Et donc vous voyez que mon paragraphe est maintenant aligné à droite. Alors je vais changer cette couleur là parce que c'est pas très visible. On va mettre un gris foncé. Ok. Par exemple pour mon deuxième paragraphe, je peux mettre text align center. Donc ça va centrer le paragraphe comme vous voyez ici. Et donc pour un troisième paragraphe, je peux mettre par exemple justify. Donc text align justify. Et alors là, donc on voit pas de différence parce que mon paragraphe est sur une ligne. Mais s'il était sur plusieurs lignes, donc je vais rajouter un peu de texte. Le mettre sur plusieurs lignes, par exemple. Et donc vous voyez bien que là, ça va jusqu'au bout, donc c'est bien justifié. Si j'avais pas mis justify, ça aurait été un peu différent, vous voyez. Donc voilà, en fait, justify, ça veut dire que le début et la fin de chaque ligne finissent au même endroit à chaque fois. Donc tout simplement, ça c'était pour la propriété text align. Donc redonner 5 valeurs, left, right, center, justify et inherit. Maintenant voyons la propriété text decoration, donc text decoration en anglais. Alors la propriété text decoration sert à modifier donc la décoration du texte. Et nous avons 6 valeurs disponibles pour cette propriété. Alors la première c'est underline, donc qui va souligner le texte. Overline, qui va faire l'inverse, une ligne va apparaître au-dessus du texte. Line through, donc le texte sera barré dans ce cas-là. Blink, qui va faire en sorte que le texte va clignoter. Alors attention, donc cette valeur ne fonctionne pas sur tous les navigateurs. Inherit, donc cinquième valeur, et none, donc qui correspond à pas de décoration, qui est le comportement par défaut, donc comme sixième valeur. Alors, donc on va la tester tout de suite. Par exemple, pour mon titre, je peux le souligner. Donc dans ce cas, je fais text-decoration. Et pour souligner, on a dit underline. Vous voyez que mon texte est maintenant souligné. Si maintenant je veux avoir une ligne au-dessus de mon texte, donc par exemple pour mon premier paragraphe, je vais écrire text decoration de point overline, donc ligne au-dessus. Et vous voyez qu'une ligne apparaît au-dessus du texte cette fois-ci. Donc pour barrer le texte, paragraphe 2, on a dit text decoration de point line through, comme ceci. Vous voyez que cette fois-ci, donc le texte est barré. C'est le comportement qu'on attendait. Pour faire clignoter le texte, donc on a dit que c'était blink, mais là ça ne va pas marcher avec JSBean, je pense pas. Donc blink, tout simplement. Alors sur certains navigateurs, si vous avez un navigateur récent, normalement le texte devrait clignoter. Donc, et si vous n'utilisez pas de site comme JSBean, mais encore une fois, attention, ça ne marche pas sur beaucoup de navigateurs encore. Et donc les deux dernières valeurs qui sont inherit et none. Donc inherit, donc comme d'habitude, ça va l'élément va hériter donc des styles de son parent, et none qui correspond à pas de style, donc c'est le comportement par défaut. Donc ça, c'était donc pour la propriété text decoration. Troisième propriété donc dans ce groupe de propriétés de type texte, la propriété text indent. Alors la propriété text indent va nous permettre donc d'indenter notre texte. Alors cette propriété accepte différents types de valeurs, donc des valeurs en pixels ou en points, et également des valeurs en pourcentage, en EM ou en EX. On peut également, notamment il faut noter qu'on peut également utiliser des valeurs négatives pour cette propriété. Alors par exemple, pour mon premier paragraphe, donc je vais enlever le text line right, et donc on écrit text-indent, deux points, et par exemple on peut l'indenter de 10 pixels. Vous voyez que hop, le paragraphe a été décalé vers la droite de 10 pixels. Donc si j'avais mis plus, il aurait été plus décalé par exemple. Voilà. Et donc par exemple pour mon paragraphe 2 qui est centré maintenant, je peux mettre text indent et lui donner une valeur négative, ce qui va le faire revenir vers la gauche. Donc par exemple, moins 20 pixels. Et vous voyez qu'il est revenu un petit peu vers la gauche. Alors c'est pas très visible comme ça. Si je mets moins 80 pixels, ça va être plus visible. Voilà, donc là vous voyez qu'il est vraiment revenu vers la gauche. Donc comme je vous dis, on peut également utiliser des valeurs en pourcentage, en EM ou en EX, hein, comme on commence à avoir l'habitude maintenant. Donc c'est à peu près identique, à part que là évidemment c'est des valeurs relatives, comme on l'a vu précédemment. Donc on a vu donc pour le moment donc text align, text decoration et text indent.
Alors quatrième propriété maintenant, text transform. Alors la propriété text transform va servir en fait à changer l'aspect des caractères d'un texte. Là encore, donc nous avons différentes valeurs disponibles. Alors la première valeur c'est uppercase qui va transformer tout votre texte en majuscule. Après vous avez capitalize qui va mettre seulement la première lettre de chaque mot en majuscule. Vous avez également lowercase qui va transformer tout votre texte en minuscule, donc l'inverse de uppercase. Et vous avez donc none, donc, qui correspond à pas de transformation, le comportement par défaut, et inherit, donc l'élément en question hérite du style de ses parents. Donc voyons ce que cela donne par exemple sur notre titre H1, par exemple si on veut tout mettre en majuscule, comme on le fait régulièrement avec les titres. On tape donc text-transform, uppercase. Donc ça veut dire en gros mettre en majuscule en anglais. Et donc vous voyez que là, toutes les lettres sont en majuscule. Si maintenant je voulais mettre que la première lettre de chaque mot en majuscule, il aurait fallu que j'écrive donc capitalize. Et donc là vous voyez que le L et le C sont en majuscule. Pour mettre tout en minuscule, en revanche, on aurait écrit, donc pour mon premier paragraphe par exemple, text transform. Alors vous voyez bien que là le C est en majuscule pour le moment. Lower case. Pardon. Et vous voyez que donc maintenant tout est en minuscule. Donc voilà, tout simplement. Donc ça nous fait text line, text decoration, text indent, text transform. Alors je suis désolé, je sais que ça fait beaucoup de propriétés, mais bon, il faut passer par là, il faut les apprendre. Ne vous inquiétez pas, après on va faire pas mal d'exercices avec toutes ces propriétés, donc elles vont très vite rentrer. Là je sais que ça fait beaucoup d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant on les voit et après on va vraiment les utiliser. Donc propriété suivante, letter spacing et word spacing. Alors ces deux propriétés vont nous permettre respectivement d'ajuster l'espace entre les lettres et l'espace entre les mots. Donc l'espace entre les lettres pour letter spacing et l'espace entre mots pour word spacing. Elles acceptent donc des valeurs en pixels et en points, ou alors des valeurs en pourcentage, en EM ou en EX. Donc voyons tout de suite comment on l'utilise. Alors, par exemple, letter spacing, donc l'espacement entre les lettres. On peut mettre par exemple 10 pixels. Donc vous voyez que maintenant il y a 10 pixels entre chaque lettre d'espacement. Alors évidemment il y en a un petit peu plus là parce qu'il y avait déjà un espacement par défaut entre les différents mots qu'on retrouve ici. Donc si j'avais mis 20 pixels, ça aurait été plus espacé, etc. Donc celui-là, c'est très simple à utiliser, encore une fois. Maintenant voyons donc word spacing, donc l'espacement entre les mots. On peut mettre par exemple, encore une fois, 15 pixels. Vous voyez que maintenant qu'il y a 15 pixels entre chaque mot de mon premier paragraphe, donc de mon para 1. Donc ça c'était pour letter spacing et word spacing. Et donc dernière propriété, on finit quand même par y arriver, de type texte, text shadow. Alors c'est une propriété très intéressante. En fait, ce text shadow va nous permettre d'ajouter des ombres à un texte. Alors faites attention quand même, parce que si vous êtes un petit peu trop adepte de cette propriété, votre texte risque de devenir assez facilement illisible. Donc utilisez-la quand même avec parcimonie. Alors cette propriété a donc besoin de 4 valeurs pour fonctionner. Alors les 3 premières correspondent à des longueurs, et la dernière va être la couleur de l'ombre. Alors la première valeur, ça va être le déplacement horizontal de l'ombre. La deuxième valeur, le déplacement vertical de l'ombre. La troisième valeur, le rayon de propagation de l'ombre. Et la quatrième valeur, la couleur de l'ombre. Donc, on va voir comment elle s'utilise tout de suite. Par exemple, on peut utiliser sur notre troisième paragraphe, qui n'a pas beaucoup de propriétés. Donc, text-shadow, Donc, première valeur, on a dit le déplacement horizontal de l'ombre. Donc, par exemple, on peut mettre 3 pixels. Deuxième valeur, on a dit déplacement vertical de l'ombre. Par exemple 2 pixels. Troisième valeur, donc le rayon de propagation de l'ombre, on peut mettre par exemple 4 pixels. Et quatrième valeur, donc la couleur de l'ombre. Alors là, on peut utiliser soit une valeur hexadécimale, soit une valeur RGB, soit une valeur de type nom de couleur. Ce que je vais faire maintenant, donc moi j'écris black, par exemple.
Et donc vous voyez qu'il y a une ombre donc noire qui se dessine derrière le texte. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, faites attention avec cette propriété car le texte peut assez rapidement devenir illisible. Ici dans mon cas on voit que le résultat n'est pas du tout satisfaisant. Alors moi c'est pas grave, c'était un exemple, c'est pour vous montrer, mais si vous l'utilisez sur vos sites web, pour vos sites web, faites attention à bien l'utiliser et à ce que votre texte reste tout à fait lisible. Donc voilà, donc on en a fini avec les propriétés de type texte. Donc on a vu quoi? On a vu text line, text decoration, text indent, text transform, letter spacing, word spacing et finalement text shadow. Alors ce sont des propriétés qui vous seront toutes utiles. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, on va les utiliser et les réutiliser dans la suite du cours, donc vous allez les apprendre tout naturellement. Et nous allons donc voir maintenant un concept totalement essentiel, le modèle des boîtes. Alors le modèle des boîtes repose sur un concept fondateur qui est de dire que tout élément HTML d'une page, qu'il soit de type bloc ou de type inline, est en fait une boîte rectangulaire et peut donc avoir un padding qui correspond à une marge intérieure, des bordures et une marge, donc une marge extérieure. Alors les propriétés donc, qui permettent d'indiquer la longueur, la largeur, la marge, le padding et les bordures d'un élément forment ensemble ce qu'on va appeler le modèle des boîtes. Alors ici vous voyez une petite illustration donc, du modèle des boîtes. Alors tout d'abord vous voyez que la première boîte ici, qui est l'élément en soi, est définie par la longueur et la largeur donc, de l'élément. Ensuite, la deuxième boîte est définie par le padding, donc la marge intérieure de l'élément. La troisième boîte est définie par les bordures de l'élément. Et donc la quatrième et dernière boîte est définie par la margin, donc la marge extérieure de l'élément. Donc tout cela ensemble forme ce qu'on appelle le modèle des boîtes. À quoi va nous servir le modèle des boîtes? Donc tout simplement à mettre en page et à positionner les différents éléments les uns par rapport aux autres dans notre page web. Dans la suite, donc, nous allons voir les différentes propriétés relatives à la longueur et à la largeur d'un élément, aux marges intérieures, donc le padding et extérieur, et aux bordures. Et nous allons commencer tout de suite avec les propriétés concernant la longueur et la largeur d'un élément. Alors tout élément HTML possède une longueur qu'on appellera également hauteur et une largeur par défaut. La longueur ou hauteur par défaut d'un élément est déterminée par son contenu, tandis que la largeur d'un élément est déterminée par son type, donc bloc ou inline. Pour modifier la longueur ou hauteur d'un élément, on utilise la propriété height, à laquelle on donne généralement une valeur soit en pixels, soit en pourcentage, soit égale à auto. Lorsque l'on donne une valeur égale à auto, en fait, on laisse le navigateur décider de la hauteur que doit prendre l'élément. Alors cela peut être utile notamment lorsque l'on veut conserver les proportions d'une image tout en l'adaptant à la taille de l'écran de vos visiteurs. Pour modifier la largeur d'un élément maintenant, on va utiliser la propriété width, qui peut prendre donc les mêmes valeurs que sa cousine height, c'est-à-dire une valeur soit en pixels, soit en pourcentage, soit égale à auto. Donc c'est tout pour la longueur et la largeur. Alors on va voir ça maintenant dans un exemple pratique. Donc on va retourner sur le site JSBin. Alors moi je récupère ma page. Et donc ici par exemple je vais attribuer une hauteur et une largeur à mon titre H1. Alors pour la hauteur on a dit height, 2 points. Par exemple on peut lui donner une hauteur de 100 pixels. 100 pixels. Donc vous voyez que les paragraphes en dessous sont descendus. Tout simplement parce que maintenant le titre a donc une hauteur de 100 pixels. Donc la boîte on peut l'imaginer comme cela. On peut également donc lui donner une largeur, donc width, 2 points, alors on va mettre 100 pixels également. Et vous allez voir que voilà, le texte se met sur plusieurs lignes parce que la taille de la boîte est maintenant limitée. Donc c'est une boîte comme ceci. Si je mets 400 pixels par exemple, le texte va certainement revenir sur une ligne, puisque la taille de la boîte est maintenant plus large. Donc c'est tout pour height et width, donc la hauteur et la largeur d'un élément. Maintenant, nous allons voir la propriété border, donc qui permet de gérer les bordures. Alors, il faut savoir tout d'abord qu'il existe de nombreuses sortes de bordures, plus ou moins exotiques, et dont certaines sont plus ou moins bien supportées par certains navigateurs, et notamment assez mal supportées par les anciennes versions d'Internet Explorer. Alors, pour créer des bordures et les personnaliser, nous allons avoir besoin de 3 propriétés. La première va être border width,
qui va définir l'épaisseur de la bordure et nous allons généralement lui donner une valeur en pixels. La seconde va être border style qui va définir le style de la bordure. Alors nous allons y revenir tout de suite. Et la troisième va être border color qui va définir la couleur de la bordure et qui va accepter les mêmes valeurs que la propriété color que nous avons déjà vue. Alors la propriété border style peut prendre de nombreuses valeurs différentes. Les valeurs les plus utilisées généralement donc sont solid qui va créer une bordure solide tout simplement, dotted qui va créer une bordure en pointillé et dashed qui va créer une bordure en tiré. Alors vous pouvez voir ci-dessous le résultat pour chaque type de bordure, donc pour chaque valeur disponible pour la propriété border style. Alors la première solide, donc qui va créer une bordure de ce type-là. Alors ici elles sont bleues, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Hein. Dotted, donc une bordure en pointillé, on l'a dit. Dashed, une bordure en tiré. Double, qui va créer deux bordures. Groove, Ridge, qui vont donner des effets un petit peu 3D avec des petites ombres si vous voulez. Inset et Outset, donc qui vont donner une bordure plus ou moins encore une fois, plus ou moins en 3D avec plus ou moins d'ombre. Alors à savoir donc que les 4 dernières valeurs disponibles, donc Groove, Ridge, Inset et Outset, sont souvent celles qui posent problème avec les vieilles versions des navigateurs. Avec le CSS3, donc on peut également dorénavant créer des bordures arrondies, une chose qui a été très attendue par de nombreux développeurs et de nombreux intégrateurs, en utilisant la propriété donc border radius. Alors cette propriété prend une valeur qui va être la taille de l'angle en pixels. On peut donc définir différents angles pour chaque côté en utilisant les propriétés border top left radius, border top right radius, border bottom right radius et border bottom left radius. Nous allons tout de suite voir un exemple donc pour créer des bordures et des bordures arrondies, car là je pense que ça va être assez flou pour vous pour le moment. Nous allons voir ça dans un exemple, vous allez voir, ça va se clarifier de suite. Et on va commencer par créer une bordure toute simple autour de notre titre. Alors on a dit 3 propriétés. La première c'est border width pour préciser donc l'épaisseur de la bordure. Par exemple je peux mettre ici 2 pixels. La seconde c'est border style, donc qui va donner le style de la bordure. Alors dans ce premier cas je vais mettre solide, donc une bordure toute simple. Donc vous voyez qu'il y a apparaît une bordure donc de 2 pixels de large et donc solide. Et la troisième propriété, donc c'est border color. Alors là, par défaut, la bordure est de la couleur donc de mon titre. Donc je peux préciser une border color. Et je peux mettre par exemple black, donc une bordure noire. Vous voyez que là, nous avons donc une bordure noire de 2 pixels de large, solide. Alors maintenant, évidemment, donc je peux changer et mettre par exemple dotted, donc en pointillé. Vous voyez qu'on a une bordure maintenant en pointillé. Je peux également mettre dashed, donc pour des tirets, etc., etc. Alors maintenant, si je veux que ma bordure soit arrondie, alors je vais remettre solide, ce sera plus visible, solide, donc j'ai qu'à écrire border radius, donc la propriété border radius, 2 points, et donc maintenant je précise une valeur en pixels, par exemple 15 pixels. Donc on a un arrondi là, comme vous voyez, grand de 15 pixels. Alors comme je l'ai dit, évidemment, je peux mettre des arrondis différents pour chaque coin. Alors pour cela, par exemple, si je veux mettre un arrondi de 15 pixels en haut à gauche, je crée la propriété border top left, n'oublie pas les tirer à chaque fois, radius. Donc vous voyez que maintenant j'ai ma bordure en haut à gauche qui est de 15 pixels. Les autres sont normales, c'est normal, je n'ai pas encore précisé de propriété. Si je veux une bordure en bas à droite arrondie donc de 30 pixels par exemple, je créerai border bottom right, donc en bas à droite, tirer radius, 2 points, on a dit 30 pixels. Et vous voyez que là j'ai un arrondi donc de 30 pixels. Alors évidemment je crois que je ne l'ai pas précisé, mais on peut créer des bordures différentes pour chaque côté, comme on l'a fait avec notre border radius ici. Par exemple, si je me place donc dans mon paragraphe 3, donc ce paragraphe-là, je peux ne créer qu'une bordure à gauche. Pour cela, j'utiliserai la propriété border left, donc bordure à gauche, border left, width, par exemple. 2 points, si je veux une bordure de 4 pixels, 4 pixels. Et ensuite, border, donc left style, 2 points, solide, par exemple.
Et donc vous voyez que là j'ai une bordure de 4 pixels à gauche, mais seulement à gauche, car j'ai précisé donc la propriété border left. Et donc border-left-color pour que ce soit plus visible pour vous, de point black. Donc là vous le voyez bien. Donc je peux faire pareil avec le border top, border right et border bottom. Donc c'est une propriété qui est assez simple à utiliser, mais qui peut être très intéressante, hein, notamment pour ajouter un peu de mise en page pour vos sites web. Donc entraînez-vous dessus, retenez-la. Et nous maintenant nous allons passer à la propriété suivante, la propriété padding, donc la marge intérieure. Alors, la propriété padding, on l'a dit, permet de définir la marge intérieure d'un élément, c'est-à-dire la taille de l'espace entre l'élément en soi et sa bordure. Même s'il n'y a pas de bordure, il faut l'imaginer. Le padding ne doit pas être utilisé pour positionner des éléments, mais seulement pour définir un espace autour d'un élément et à l'intérieur de ses bordures. Alors en général, on va préciser une valeur en pixels à la propriété padding. On peut également définir des paddings différents pour chaque côté, comme on l'a fait pour les bordures, en utilisant les propriétés padding right, padding bottom, padding left et padding top. La propriété margin, elle, permet de définir la taille de l'espace à l'extérieur des bordures. Alors contrairement à la propriété padding, elle peut être utilisée pour positionner les éléments les uns par rapport aux autres. La propriété margin accepte des valeurs en pixels ou en pourcentage, et tout comme pour la propriété padding, on peut définir des marges différentes pour chaque côté, avec donc les propriétés margin right, margin bottom, margin left et margin top. Alors voyons immédiatement comment on utilise les propriétés padding et margin avec un exemple. Alors pour cela, je vais créer un autre paragraphe afin que ce soit un peu plus clair, car là on commence à avoir beaucoup de choses au milieu. Alors je saute quelques lignes. Et donc paragraphe numéro 4 pour tester les propriétés margin et padding. Ok, très bien. Alors je lui donne une classe égale para4. Et donc dans mon, je vais le placer ici afin que vous puissiez le voir quand même, dans mon CSS para4, on va mettre une bordure afin que vous voyez bien comment marche le padding. Donc border width 2.4 pixels, border style 2.solid et border color 2.black. Ok, donc maintenant padding 2 points, par exemple, donc propriété très simple padding 10 pixels. En gros, ça veut dire que je veux un espacement de 10 pixels entre mon texte, enfin entre mon élément P, si vous voulez, et sa bordure. Donc vous voyez que, hop, si j'enlève le 1, donc padding 0 pixels, là, on a le P qui est vraiment collé à la bordure. Et lorsque je mets 10 pixels, hop, le P s'éloigne. Donc le texte s'éloigne de la bordure. Alors en haut, c'est pas très visible car j'ai sauté 3 lignes et que ces sauts de lignes sont dans mon élément P. Donc ils sont pris en compte à l'intérieur de la bordure. Mais vous voyez bien en bas et à gauche donc que c'est bien visible. On voit bien la différence entre 0 pixels, 10 pixels ou même 20 pixels par exemple. Voilà. Ensuite, donc pour ma propriété margin maintenant. Donc margin, 2 points, 40 pixels par exemple. Donc vous voyez maintenant que mon élément donc prend une marge extérieure de 40 pixels à gauche, 40 pixels à droite et 40 pixels en haut et en bas également. Alors comme je vous l'ai dit, on peut utiliser les sous-propriétés padding left, padding right, padding top, padding bottom, donc pour le padding à gauche, en haut, en bas et à droite. Et idem pour les marges. Donc, par exemple, si je veux mettre juste un padding en haut, donc j'ai créé padding en haut, ce ne sera pas visible. Donc à gauche, padding left, 20 pixels. Donc vous voyez que là en fait le texte maintenant est décalé de 20 pixels à l'intérieur des bordures, mais en bas il n'y a pas de padding. Pareil pour les margins, si je mets margin left, vous voyez que maintenant hop, la marge extérieure n'est qu'à gauche et à droite il n'y a plus de marge extérieure. Alors à noter tout de même que les valeurs donc par défaut des marges intérieures, donc le padding, et extérieures, donc la propriété margin,
peuvent être légèrement différentes d'un navigateur à un autre. Donc lorsque vous ne précisez pas de propriété, le navigateur par défaut va mettre des marges. Et selon le navigateur, les marges peuvent être légèrement différentes. Donc afin de vous assurer d'obtenir l'effet escompté, d'avoir le résultat attendu, vous pouvez, si vous le désirez, utiliser ce qu'on appelle un reset CSS. Alors ici en l'occurrence, le reset CSS ce serait de préciser donc une margin et un padding égaux à 0, par exemple pour votre élément body. En effet, donc si vous précisez un margin et un padding égal à 0 donc pour votre élément body qui contient tous les éléments, donc tous les éléments fils donc vont hériter des propriétés donc de leurs parents, donc de l'élément body, et donc tous les éléments par défaut vont avoir une margin et un padding égal à 0. Et ensuite donc, vous pourrez appliquer des margins et des paddings pour les éléments souhaités, mais les autres seront tous à 0 et ce sera le même 0 pour tous. Margin 2 points, donc 0 pixels, et padding 2 points, 0 pixels. Donc voilà, ça c'est un exemple de reset CSS. Alors vous pouvez le faire pour beaucoup de propriétés, hein, vous l'aurez compris. Je vous laisse chercher par vous-même si vous voulez approfondir un petit peu. Et donc on a fini donc avec toutes les propriétés donc, qui concernent les boîtes. Et nous allons maintenant voir donc, une propriété un peu différente qui s'appelle Box Shadow. Alors Box Shadow est la propriété qui va nous permettre de créer des ombres autour de nos boîtes. Donc de la même façon qu'on avait créé des ombres pour le texte. À part que cette fois-ci, donc à la place d'utiliser la propriété text shadow, on utilise la propriété box shadow. Alors donc cette propriété, tout comme la propriété text shadow, va avoir besoin de 4 valeurs pour fonctionner. La première valeur correspond au décalage horizontal de l'ombre. La deuxième va correspondre au décalage vertical de l'ombre. La troisième va correspondre au flou gaussien de l'ombre et la quatrième va être la couleur de l'ombre. Alors exactement, là pour le coup, exactement comme pour la propriété text shadow. On peut également donc rajouter une cinquième valeur qui est facultative, qui s'appelle l'inset, si on veut créer une ombre intérieure. Voyons tout de suite comment cela marche avec un exemple. Donc on reprend JSBin. Par exemple, donc si je veux créer une ombre autour donc, de cette boîte-là, donc la boîte de mon paragraphe 4, alors, je vais enlever les left afin qu'on soit centré. Voilà. Et donc, j'utilise ma propriété, donc box-shadow, 2 points. Donc, première valeur, décalage horizontal de l'ombre, par exemple 2 pixels. Deuxième valeur, décalage vertical de l'ombre, encore 2 pixels par exemple. Troisième valeur, donc le flou gaussien. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 3 pixels. Et quatrième valeur, donc la couleur. Ici, je peux mettre black. Et donc, vous voyez, une petite ombre est apparue là. Alors là, elle est petite, car j'ai mis des petites valeurs. Plus les valeurs seront grandes, plus l'ombre sera portée. Donc, vous voyez, donc une petite ombre qui est apparue derrière notre boîte. Alors ça, c'est une propriété qui est aussi très intéressante afin de rendre votre site plus visuel et plus agréable. Donc. Et donc, je vous le disais, on peut rajouter une cinquième valeur qui est facultative, qui s'appelle l'inset, et qui est utile pour créer une ombre intérieure. Alors là, on la rajoute ici. Et donc vous voyez, lorsque j'ai écrit inset, ça a mis l'ombre à l'intérieur. Et ça a également donc inversé l'orientation de l'ombre. Maintenant que nous avons vu et compris comment fonctionnait le modèle des boîtes, nous allons pouvoir découvrir toutes les propriétés CSS nous permettant véritablement de positionner et d'aligner nos éléments les uns par rapport aux autres afin d'obtenir le design souhaité pour nos pages web. Pour aligner nos éléments les uns par rapport aux autres, nous avons plusieurs possibilités. Et nous allons commencer avec la propriété float qui nous permet de faire flotter un élément. Alors cette propriété float accepte deux valeurs qui sont left ou right, donc gauche ou droite, pour faire flotter donc l'élément en question à gauche ou à droite. Alors il y a deux choses importantes à savoir lorsque l'on fait flotter des éléments. La première est que lorsqu'on fait flotter un élément, l'élément va se positionner contre le bord de l'élément parent qui le contient, et si l'élément n'a pas de parent, l'élément va se positionner donc sur le bord de la page web. La seconde est que lorsque l'on fait flotter un élément, les autres éléments vont s'aligner sur le côté de l'élément flottant. Alors pour éviter que d'autres éléments se placent à côté d'un élément flottant, on va utiliser la propriété clear. Cette propriété supporte donc 4 valeurs, left, right, boss et none. None étant le comportement par défaut.
Alors voyons tout de suite comment tout cela fonctionne avec un exemple. Alors pour cela, j'ai repris une page vierge donc, car il y avait beaucoup de choses sur les pages précédentes, on n'en a plus besoin. Alors je vais commencer par créer 4 paragraphes avec des classes, comme on a l'habitude. Alors un premier paragraphe donc P classe égale para 1. Un premier paragraphe tout simple. Un second paragraphe, P classe égale para 2. Un deuxième paragraphe. Un troisième paragraphe, on a dit, P classe égale para 3. Encore un paragraphe. Paragraphe. Je vais y arriver. Et donc ça ira pour le moment. Et donc par exemple, on prend le paragraphe 1, donc point para 1. Et on utilise la propriété donc float, deux points, par exemple on va faire flotter sur la gauche l'élément left. Et donc vous voyez maintenant que l'élément là flotte à gauche, et donc les deux autres éléments vont se positionner donc du côté droit, mais sur la même ligne. Et donc si on veut éviter par exemple que l'élément 3, donc mon troisième paragraphe, mon paragraphe 3, se positionne sur la droite, mais qui reste en dessous, donc le comportement par défaut, on va appliquer donc sur le paragraphe 3 un clear. Alors là je vous conseille dans tous les cas d'utiliser toujours clear boss, parce que c'est le mieux, il n'y a aucune raison d'utiliser clear left ou clear right souvent, donc utilisez souvent clear boss, c'est le mieux. Et vous voyez ici, mon troisième paragraphe donc repasse en dessous, donc le comportement par défaut. Donc c'est tout simple, mais ça peut être très utile pour aligner des éléments donc, et pour le design général de vos pages web. Donc on continue avec la propriété suivante, la propriété display. Alors cette propriété, la propriété display, va nous permettre de changer le type d'un élément de bloc à inline et inversement, donc de inline à bloc. Et donc de fait une propriété extrêmement puissante. Alors cette propriété supporte 4 valeurs différentes qui sont inline block et none. Alors si la valeur attribuée est none, l'élément en question ne sera pas affiché. Par exemple, si ici je marque un display none, vous voyez que le premier paragraphe n'est plus affiché. Donc j'enlève. Alors la nouveauté ici, donc c'est le type inline block. Donc ce type d'élément ne peut être obtenu qu'avec la propriété display et va en fait récupérer les meilleures propriétés entre guillemets des types inline et block. Les éléments de type inline block vont être affichés côte à côte sur la même ligne, mais nous allons pouvoir contrôler précisément leur hauteur et leur largeur entre autres, par exemple. Alors voyons comment ça marche avec un exemple. Donc par exemple, on sait que mes paragraphes, donc les éléments P sont de type block, donc si par exemple je mets mon paragraphe 1 en inline, donc display inline, et donc mon paragraphe 2 également, point para 2. Vous voyez maintenant que donc mes deux paragraphes sont l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on l'a vu précédemment, que les éléments de type inline ne prenaient que leur place qui était nécessaire. Et donc là, mon premier paragraphe ne prend que cette place-là, donc la boîte ne fait que cette taille-là, alors qu'avant elle prenait toute la place nécessaire. Donc puisque les éléments de type bloc prennent toute la largeur, pas nécessaire, toute la largeur tout court en fait, ils prennent toute la largeur de la page, alors que maintenant donc ma boîte ne prend plus que la largeur nécessaire. Et donc pareil pour le deuxième paragraphe, et c'est pourquoi ces deux paragraphes sont maintenant sur la même ligne. Et donc la dernière valeur possible pour de la propriété display est la valeur donc inline block, donc inline-block, qui comme je l'ai dit précédemment va un petit peu récupérer si vous voulez les meilleures propriétés des deux types d'éléments, donc les types inline et block, et qui va se révéler utile dans beaucoup de cas. Alors là pour des paragraphes ça ne sert pas à grand chose, mais on verra plus tard que ça peut être très utile dans beaucoup de cas. Donc maintenant la propriété position, alors j'enlève ça de suite. Donc la propriété position peut également servir à aligner des éléments. Alors cette propriété peut prendre 4 valeurs qui sont statiques, absolutes, fixed et relatives. La valeur statique tout d'abord correspond au comportement par défaut donc d'un élément, donc ne change rien. La valeur absolue maintenant permet de positionner un élément n'importe où sur une page web.
On peut ensuite donc choisir où doit être placé l'élément avec les propriétés top, right, bottom et left par exemple. Par exemple, si je veux mettre mon troisième paragraphe tout en haut de la page, donc, je lui attribue donc une position de point absolute. Très bien. Et maintenant, par exemple, si je mets top de point 0 pixel, vous voyez maintenant que mon troisième paragraphe est par-dessus mon premier paragraphe et tout en haut de la page. Si je mets right 0 pixel également, il sera en haut à droite. Voilà, tout simplement. Donc cette propriété peut être également très utile. Donc troisième valeur, la valeur fixed, qui est identique à la valeur absolue, à l'exception du fait que l'élément restera visible si vous descendez ou remontez le long d'une page web. Alors pour ça, je vais avoir besoin de plus de texte que ça, donc je vais créer un quatrième paragraphe. Pclass égale para 4. Et dans ce paragraphe, je vais mettre beaucoup de texte. Donc beaucoup de texte. Pour tester la propriété position. P. Et donc on va copier-coller tout ça. C'est V. Voilà, donc maintenant j'ai assez de texte. Et donc si par exemple à mon premier paragraphe, j'applique donc une position donc fixed, avec par exemple un top de point 0 pixel, vous allez voir que mon premier paragraphe, alors je vais lui appliquer une couleur, ce sera plus visible certainement, color red, mon premier paragraphe va rester en haut, même si je scrolle vers le bas. Vous voyez que hop, mon premier paragraphe est en haut. Et il reste, il ne bouge pas. Alors ça peut être très utile si vous voulez garder par exemple sur un e-commerce des liens comme des liens de contact toujours visibles sur la page. Et donc la dernière valeur pour la propriété position est la valeur relative qui va permettre en fait de déplacer un élément relativement par rapport à son positionnement par défaut, donc son positionnement initial. Alors par exemple, j'enlève tout ça. Imaginons donc là mon deuxième paragraphe il est ici par défaut. Donc, si je lui applique maintenant une position de point relative, et que maintenant j'applique par exemple un top de point 5 pixels, en fait vous voyez que mon paragraphe, alors 5 pixels c'est pas très visible, 15 pixels imaginons, vous voyez que mon paragraphe descend donc de 15 pixels par rapport au haut, mais pas par rapport au haut de la page. En fait il descend par rapport donc à sa position initiale, de 15 pixels par rapport à sa position initiale. Donc cette valeur peut être également assez utile. Alors, il y a deux choses qui sont utiles à noter lorsque l'on utilise la propriété position. La première est que si vous voulez afficher deux éléments au même endroit, vous pouvez utiliser la propriété zIndex pour décider lequel doit apparaître au-dessus de l'autre. Alors, mettons deux éléments au même endroit, donc comme on l'a fait tout à l'heure par exemple. Donc ici, para 1, virgule, para 2. Donc on a dit position de point absolute et top de point 0 pixel. Et donc para 3 et para 4, on va leur mettre donc une position normale. Donc maintenant on peut changer la couleur de chaque paragraphe afin qu'il soit plus facilement reconnaissable. Donc le premier paragraphe, color de point red, et le second, color de point blue. Voilà, donc là vous voyez que le deuxième paragraphe, donc le paragraphe bleu, est au-dessus du premier paragraphe. Si maintenant je veux mettre le premier paragraphe au-dessus du second, je n'ai qu'à lui rajouter un zIndex. Alors ici les zIndex sont définis par défaut vu que j'en ai pas mis pour le moment. Mais je suppose que si je mets un zIndex de 9, ça doit suffire à remettre le premier paragraphe au-dessus du second. Voilà, tout simplement. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre un zIndex égal à 9999. Comme ça, vous êtes à peu près certain que l'élément en question sera au-dessus de l'autre. Donc à savoir que plus la valeur du zIndex est grande, plus il a de chance d'être au-dessus des autres. Donc ça, c'est tout simple. Et donc, la deuxième chose à savoir lorsque vous utilisez la propriété position, et que si vous donnez un positionnement absolu à deux éléments A et B, et que l'élément A est le parent de B,
l'élément B sera positionné relativement par rapport à l'élément A. Alors illustrons cela tout de suite. Alors pour cela, je vais enlever tous mes paragraphes sauf le premier qui ne me serviront plus à rien. J'enlève également donc le CSS. Alors je vais maintenant créer un élément EM à l'intérieur de mon élément P, donc par exemple autour de paragraphe, donc EM paragraphe, EM, très bien. Donc là on est d'accord que mon élément P est le parent de mon élément EM, vu qu'il entoure l'élément EM. Donc on va donner à mon paragraphe 1, donc au parent, et à mon EM, une position absolue, comme on l'a dit. Donc on s'aperçoit que les textes paragraphe et tout simple sont superposés. Alors jusque là tout est normal, puisqu'on a mis une position absolue. Et alors maintenant, si on met donc à mon élément, donc parent, para 1, une position par exemple top 2.100 pixels, vous allez voir que, étrangement, donc l'élément EM qui est l'élément enfant, bouge avec le paragraphe. C'est-à-dire donc que l'élément enfant, donc l'élément EM, est positionné relativement par rapport à l'élément parent, donc l'élément para 1. Et donc voilà, c'était les deux choses à savoir avec la propriété position. Et il est temps pour moi, pour clore cette seconde partie, de vous avouer que je vous ai menti, ou du moins que je ne vous ai pas dit toute la vérité. En effet, certaines propriétés que nous avons vues jusqu'à présent peuvent être écrites de deux manières. Une première façon courte, on parlera alors de short end, et une deuxième façon longue, on parlera de long end. Jusqu'à présent, je ne vous ai fait écrire que du long end afin de ne pas compliquer les choses. Mais dorénavant, vous avez largement le niveau pour utiliser les propriétés short end. Alors voici donc la liste des propriétés les plus connues qui supportent une écriture short end. Donc tout d'abord, il y a la propriété font. Alors en long end, on a les propriétés font style, font weight, font size, line 8 et font family. Toutes ces propriétés peuvent être réunies en une seule, donc et utilisées sous la manière short end avec la propriété font. Les propriétés border width, border style et border color peuvent être utilisées sous la forme seulement border. Les propriétés margin top, margin right, margin bottom et margin left peuvent être utilisées sous la forme margin, pareil pour le padding. Et donc les propriétés background que nous allons voir dans le chapitre suivant, qui peuvent donc être soit utilisées en short end avec la forme background, soit en long end avec les formes background color, background image, background repeat, background attachment et background position. Alors illustrons tout cela avec un petit exemple pour finir donc cette deuxième partie. Donc on récupère JSBin, alors on enlève tout ça, on va laisser que mon paragraphe. Et donc, à la place d'utiliser toutes nos propriétés relatives aux fonts, donc font style, font weight, font size, line 8 et font family, on va utiliser simplement la manière short end, c'est-à-dire la propriété font. Alors, pour notre paragraphe 1, para 1, donc font. Alors tout d'abord, attention, l'ordre est très important ici. Il faut bien respecter l'ordre font style, font weight, font size, un slash, line 8 et font family. Sinon, ça ne marchera pas. Alors tout d'abord le font style, donc par exemple italique. Ensuite le font weight, par exemple bold. Après le font size, donc par exemple je mets 20 pixels. Un slash, le line 8, donc par exemple ici on va mettre 34 pixels. Et finalement donc le font family, je peux mettre par exemple Georgia et serif. Et donc vous voyez que maintenant donc mon paragraphe est en italique, en gras, à une taille de 20 pixels. Alors le line 8 ici on ne le voit pas car tout est sur une ligne. Et donc la police est Georgia, donc ça marche très bien. Alors c'est une manière beaucoup plus rapide, le tout c'est de ne pas se tromper donc dans l'ordre des propriétés. Donc ça marche aussi, je vous l'ai dit, avec les bordures, donc border width, border style et border color, qui peuvent être regroupés dans la propriété border, donc border, 2 points. Donc tout d'abord border width, par exemple 2 pixels, l'épaisseur de la bordure. Ensuite border style, solide. Et border color, par exemple black. Donc vous voyez que là nous avons une bordure de 2 pixels de large, noir,
et donc solide. Et pour les margins, c'est pareil. Donc ça, on l'a déjà vu précédemment. Donc margin, 2 points par exemple, 5 pixels. Voilà, donc on voit qu'on a une marge de 5 pixels là et 5 pixels au-dessus. Donc tout simplement. Et donc on clôt cette deuxième partie avec cette manière d'écrire, donc cette manière shorthand d'écrire. Et donc dans la troisième et dernière partie, nous verrons vraiment des propriétés avancées, et notamment avec l'utilisation et l'insertion d'images, de vidéos, d'audio avec le HTML donc, et également l'utilisation donc des Google Fonts, des tableaux et des formulaires. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, entraînez-vous bien.